Et oui, je m'apprête à classer les 20 films du MCU pour vous. Voilà, j'ai ma grosse bouteille d'eau à côté de moi, donc apprêtez-vous à regarder une longue vidéo, hein. Ça fait partie de ces vidéos un peu comme mes top 50 où je vais parler de films en prenant mon temps. Voilà, donc vous pouvez faire un jogging, vous pouvez courir quelques kilomètres, vous pouvez récurer toute votre maison, vous pouvez, je sais pas moi, faire... qu'est-ce qu'on peut faire de chiant? Faire de la vaisselle, beaucoup d'assiettes, bref. Voilà, parce que cet été, je me suis refait tous les films du MCU parce que je me suis rendu compte qu'en fait, on en était au 20e et je trouvais ça intéressant de faire donc un top 20 des films du MCU. Voilà, je les ai donc tous revus, pas dans l'ordre de sortie, mais un peu de manière à... Ouais, j'ai envie de revoir celui-là, après celui-là et ainsi de suite. Ce qui m'a permis de me refaire une idée sur toute cette construction qu'est le MCU, qui est quand même quelque chose d'assez extraordinaire finalement, et de s'y replonger dedans, j'ai plus rehaussé certains films que l'inverse, ce qui est vraiment intéressant. Ça m'a vraiment fait du bien de me refaire tous ces films-là. Voilà, il y a beaucoup de détracteurs de MCU, mais finalement, moi, je suis quelqu'un qui apprécie fortement ce qu'ils ont fait. Écoutez, avant de commencer, je dois vous parler du fait que j'ai écouté en parallèle de mon revisionnage de tout le MCU, j'ai écouté le Marvel Initiative Podcast, qui est un podcast qui est fait par trois personnes plutôt cool, Sofiane, Doug et Océane, si je ne me gourre pas, ou Octane, pardon, je prononce mal. Bref, je vous invite à aller découvrir ce podcast si vous aimez les films Marvel, parce qu'ils prennent vraiment quasiment 1 heure ou 1 heure et demie par émission pour chaque film, et ils sont bien renseignés, ils ont des avis très intéressants. Il y a pas mal de trucs que je vais dire qui va sûrement provenir de ce que eux ont dit, parce que je fais un espèce d'amalgame entre ce que j'en ai pensé moi, ce que eux ont dit, la réflexion que j'ai pu avoir sur le film. Bref, c'est dans la description le lien, franchement, n'hésitez pas à aller découvrir le podcast si vous aimez Marvel. Et donc, écoutez, c'est parti. Je bois une petite gorgée d'eau avant de commencer parce que ça va être long, 20 films, je pense que ça va être en plusieurs parties. Et donc le numéro 20, qui est donc pour moi le moins bon film du MCU, c'est tout simplement Thor The Dark World. Et ouais, le deuxième volet de Thor. Franchement, pouf, pas terrible du tout. Donc c'est réalisé par Alan Taylor, qui est un mec qui avait fait du Game of Thrones, et c'est surtout le mec qui après va faire Terminator Genesis, donc bon... Il possède pas un énorme talent de réalisation qui saute aux yeux quand tu vois ses films. Et Thor The Dark World confirme bien le fait que le mec est un C lambda, c'est-à-dire que c'est un film. Donc ça raconte quoi déjà que Thor The Dark World? Alors c'est pas évident à raconter, c'est Thor qui au début du film fait un peu le ménage dans les 9 royaumes là. Et en fait, par un hasard total, Nathalie Portman tombe sur l'Éther, qui est donc la pierre d'infinité, qui est celle de la réalité, la pierre de réalité, qui dans le film d'ailleurs ne possède pas du tout les attributs qu'a Thanos dans Infinity War, hein, le côté on peut changer la réalité, créer des illusions, tout ça. Alors là, l'éther c'est une espèce de liquide rouge qui juste génère du noir, parce que le méchant du film, Malekith, l'elfe noir, qui est tout naze, il veut juste plonger les mondes dans les ténèbres, quoi. Voilà. Donc on a un peu sur la même formule que le 1, avec cette espèce de voix off au début qui te raconte le passé du père d'Odin qui avait battu Malekith et les elfes noirs sur la planète. Et après, on a une espèce de MacGuffin tout le film où Nathalie Portman a l'éther en elle et Malekith veut s'en emparer. Donc une course-poursuite, il y a une attaque sur Asgard au milieu du film qui déclenche la mort de la femme d'Odin, donc la mère de Thor. Il y a Loki dans le film qui est emprisonné, que Thor va libérer pour réussir à s'échapper d'Asgard. Enfin bon. C'est des péripéties qui sont pas hyper intéressantes. Et le problème de ce film, c'est qu'en fait, il est chiant, quoi. C'est vraiment un film du MCU qui est chiant. Parce qu'il n'y a rien qui... C'est-à-dire que dans l'idée, on sent qu'ils ont voulu faire une espèce d'ersatz entre Game of Thrones, Le Seigneur des Anneaux, dans l'univers de Thor, quoi. Enfin, de loin, hein, mais c'est un peu leur volonté, quoi. Ça commence, on est dans un espèce d'univers vraiment médiéval, fantastique, où il y a Thor qui fout sa race à un personnage d'homme-pierre qui est un mec de la même race que Korg, là, ou Krog, je ne sais plus comment il s'appelle dans Thor Ragnarok, justement. Et là, on est dans un film donc, qui a cette volonté-là, mais ça décolle jamais, quoi. Enfin, tu te fais chier tout le long. Thor, il est insipide, c'est-à-dire que le personnage Chris Hemsworth, il sait pas quoi faire avec. Il est pas drôle, il est hyper plat, premier degré, inintéressant. Nathalie Portman, on sent que là, elle est venue sur le premier film parce que c'était Kenneth Branagh, mais là, Alan Taylor, apparemment, il ne sait pas la diriger, donc il se passe rien. C'est-à-dire qu'il n'y a rien dans son regard, c'est vraiment mauvais, quoi. En plus, t'as toute cette partie au début à Londres qui ressemble vraiment à une espèce de rip-off d'un épisode d'Animatrix, là, avec une maison qui a de la gravité bizarre et il y a une connexion entre les mondes. Enfin, ça fait juste pomper et enfin, il n'y a rien dans ce film qui vaut le coup, quoi. Il y a un petit moment où il y a Heimdall Idris Elba, là, Heimdall, là, qui défonce un vaisseau avec son épée. C'est le moment badass du film. T'as Loki. Loki sauve un peu la mise parce qu'il est cool. Il fait son espèce de plan Vislar. C'est comme ça qu'il se retrouve à la tête d'Asgard dans Thor Ragnarok, en faisant croire qu'il est mort. Je sais absolument pas à quel moment Odin se barre dans ce film.
j'ai beau avoir revu le film, je ne sais pas. Voilà, c'est un film qui est là, tu sais pas trop. Il fait vraiment direct to DVD, quoi. C'est vraiment le plus cheap des Marvel, je trouve. Il fait pas de cheap, genre visuellement, il y a rien qui te dérange plus que ça, mais il est mou, quoi. C'est vraiment un film qui est mollasson, quoi. Il y a la mère de Thor, elle meurt à cause d'un hologramme. C'est-à-dire elle veut protéger un hologramme. C'est très bizarre. Il y a rien qui est cool, quoi. Tout est un peu mou. Il y a le comic relief, la Darcy, qui est horrible dans ce film, qui est vraiment, tu sais pas ce qu'il y a à foutre là. T'as Henrik Selvig, le scientifique, qui a une scène où il a poil dans les dolmens. Enfin, que des trucs que t'avais pas envie de voir. La fin, c'est à Londres. Ça se passe dans la brouille, dans du brouillard. C'est dégueulasse. Il y a rien qui est vraiment épique. Et le personnage de Thor, autant dans le 1, j'aime bien ce côté poisson hors de l'eau, là, où quand il est dans le monde des humains, il a du mal avec la société et tout ça. Mais là, il n'y a rien qui fonctionne, il n'y a rien. C'est vraiment... il est là avec Nathalie Portman, il veut la protéger, il va dans le monde des elfes, il se brouille avec Malekith, qui est le méchant le plus monolithique du MCU. Je crois que c'est vraiment le plus oubliable. S'il est là, c'est juste un elfe noir qui fait la gueule, quoi. Et puis voilà, quoi. Donc, je sais pas, genre, regardable, c'est juste chiant, et tu t'en branles, en fait. Donc c'est Thor The Dark World, quoi, le monde des ténèbres, qui a une scène post-générique en plus qui avait été tournée par James Gunn, qui dénote vraiment avec le reste du film, parce que d'un coup, tu as le collectionneur, et tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ce film là, alors que le film d'avant était plat, pas possible, et d'un coup, tu as des personnages chelous qui débarquent. Voilà, tu as même les trois comparses de Thor qui n'arrivent pas à être mémorables, là, l'espèce de rip-off de Gimli, le mec qui ressemble à un mousquetaire, enfin, t'as rien dans le film, à part, je te dis, à part... ouais, bah à part comment il s'appelle le mec qui joue Loki là. Tom Hiddleston, ouais, Tom Hiddleston c'est le seul qui s'en sort en Loki quoi. Mais sinon tout le reste c'est vraiment oublié, vraiment le plus mauvais film de MCU. C'est pas catastrophique mais c'est franchement pas terrible. En plus c'est un film qui arrive après Avengers, donc t'as eu cette espèce de gros moment dans le MCU qu'est Avengers et là tu te retrouves avec Thor qui pourquoi il est là, qu'est-ce qu'il fait, aucun intérêt. Burk. Le 19e film, et donc avant-dernier moins bon film du MCU pour moi, c'est encore une suite, c'est Iron Man 2, toujours réalisé par Jon Favreau, mais là ça a commencé un peu à se friter en coulisses avec apparemment Kevin Feige, donc c'est un film un peu bizarre. Alors déjà, c'est le film le plus bordélique du MCU. C'est-à-dire que si tu veux résumer ce film, c'est un capharnaüm, parce qu'il y a tellement d'intrigues et de sous-intrigues qui fait qu'il n'y a pas une vraie ossature, quoi. C'est-à-dire que c'est l'histoire de Tony Stark qui donc est officiellement Iron Man, qui donc est un peu demandé par l'État américain de donner sa technologie à l'État pour qu'il puisse... est-ce que c'est une menace pour les États-Unis, voilà, donner son armure à l'armée, quoi. Lui, il veut pas trop. En parallèle de ça, t'as un méchant russe, là, Whiplash, qui lui veut venger son père parce qu'il s'est fait escroquer par le père de Tony Stark. Et en parallèle de ça, t'as le Shield qui débarque et qui essaye de manipuler un peu Tony Stark, de l'avoir sous contrôle et après de lui proposer les Avengers, quoi. Donc t'as Natasha Romanoff, Black Widow, qui est donc introduite en tant que la secrétaire de Tony Stark. Voilà, et en parallèle de ça, t'as un autre mec qui donc crée des armures également, des armes. Il s'appelle comment d'ailleurs ce con d'ailleurs? Donc c'est Justin Hammer qui est donc un espèce de Tony Stark bis mais totalement loser, qui est joué par Sam Rockwell, qui joue certes très bien et qui a vraiment le bagou Sam Rockwell, qui donc lui va s'associer à Whiplash pour créer des drones et réussir à être plus fort que Tony Stark sur le marché de l'armement, et en plus il a un contrat avec l'armée américaine. Bref, c'est un énorme bordel, et t'as un truc avec une carte dans la table périodique que le père de Tony a caché pour qu'il trouve une solution, parce qu'en plus il est contaminé avec son cœur qui est en train de l'empoisonner. Enfin, c'est partout. C'est-à-dire que le film, il est all over the place, comme on dit en anglais. C'est fouillis comme pas permis, franchement. Et c'est indigeste, quoi. C'est indigeste possible. Donc, t'as des trucs sympathiques. T'as des séquences qui sont plutôt cool. Voilà, t'as toute la séquence où Black Widow et Jon Favreau se fritent, Happy, se fritent vers la fin, là, chez Hammer, je crois. Et donc, c'est plutôt rigolo, parce que Favreau, il tape un mec et il galère, et Black Widow, elle se bat trop bien. T'as des trucs comme ça qui, de temps en temps, sont cool. T'as toujours Tony Stark, comme tu l'aimes, qui a le bagou de Robert Downey Jr., qui est vraiment dans la continuité de son personnage du 1. T'as un moment où il est bourré en soirée, il se frite avec Iron Patriot, enfin le futur Iron Patriot avec Don Cheadle, ils ont changé le personnage. Mais t'as l'impression d'assister, à une espèce d'enchaînement de scènes
qui n'ont pas forcément de lien et qui n'arrivent pas à avoir une vraie ossature, une vraie structure, une vraie ligne conductrice, quoi. Et donc, c'est imbuvable, quoi. C'est vraiment indigeste, quoi. Tu fais une overdose. En plus, il y a cette trame principale avec l'indice laissé par le père de Tony dans une maquette, mais pour trouver un élément pour qu'il puisse guérir son cœur. Enfin, si tu essayes de réfléchir, ça n'a aucun sens. Mais alors, mais aucun sens. C'est débile à souhait. Il va créer un nouvel élément. Comment son père avait... Enfin, tu vois, il y a un côté, comment son père pouvait avoir la solution d'un problème qu'il allait avoir 20 ans plus tard, suite à un accident en Afghanistan, un truc improbable. Après, il y a des thématiques qui sont plus ou moins cool. Enfin, tu vois, le côté, qu'est-ce que représente Tony Stark pour les États-Unis, surtout pour l'armée américaine? Est-ce que c'est un danger? C'est intéressant cette thématique-là, parce que c'est vrai que ça pose des vraies questions sur l'armement, sur le côté dissuasif d'une arme comme Iron Man, et comment un gouvernement devrait gérer face à quelqu'un de privé, face à un individu qui n'est pas du gouvernement, qui possède ça, comment tu gères ça, mais c'est tellement mal exploité, tu as une espèce d'audience au début, face à un sénateur qui d'ailleurs fera partie de l'Hydra plus tard dans American Winter Soldier, donc c'est plutôt... Au moins il s'inscrit, on va dire, dans le MCU, quoi. Alors que là, Thor 2, c'était vraiment balèque. Là, il s'inscrit déjà un peu plus avec le Shield qui entre en scène, le sénateur d'Hydra qui est déjà un peu un antagoniste dans le film. Il y a pas mal de trucs comme ça. Mais c'est vraiment pas bien branlé, quoi. C'est vraiment mal branlé. S'il n'y a aucun effort de réalisation particulière, il n'y a aucune séquence d'action qui vaut la peine. Il y en a une à Monaco où Tony Stark... Enfin, déjà, tu vois, rien que ça, le plan du méchant qui débarque à Monaco pour attaquer Tony Stark. Le truc, c'est avec ces espèces de fouets électriques là, et Tony Stark il choisit de piloter au dernier moment la voiture, donc pourquoi Whiplash il savait qu'il allait être là, il allait attaquer sur la piste, enfin tu vois, ça n'a pas de sens, quoi. Ça a vraiment pas de sens. Le film, après, il est un peu gênant aussi dans son traitement de Natasha Romanoff. Elle est hyper sexualisée. On fait limite des plans sur son cul pour montrer que Tony Stark, il l'a relu. Enfin, il y a un moment, elle est même en lingerie parce qu'elle s'est donné un passé de mannequin. Enfin, des trucs un peu qu'on mal vieilli avec cette époque actuelle où on essaie de faire quand même un peu plus gaffe au sexisme dans les films. Et ça dénote vraiment avec le reste du MCU là-dessus. Il y a vraiment, c'est hyper macho et un peu rétrograde. Et en plus, voilà, à la fin, c'est un espèce de combat contre des sentinelles robots. Et après, on se retrouve avec Whiplash qui est dans une grosse armure. Enfin, on se retrouve encore avec un duel qui ressemble beaucoup à celui du premier Iron Man, avec un gros robot qui va se friter contre Iron Man. Là, il est aidé par Iron Patriot. Voilà, donc c'est vraiment pas fou. Il y a peut-être le personnage de Hammer qui est cool parce que Sam Rockwell, il le joue bien et que c'est un espèce de loser et que c'est un personnage qui est rigolo parce que c'est leur Tony Stark en loser. Mais franchement, au-delà de ça, c'est un film que je déteste revoir, quoi. Je l'ai revu pour cette vidéo. Je ne l'avais pas vu au cinéma. C'est un des rares que j'avais pas vu au cinéma. D'ailleurs, Thor 2 et Iron Man 2, c'est les deux que je n'étais pas allé voir au cinéma. Étrangement, je les avais vus uniquement en DVD Blu-ray. Et donc là, je les ai revus pour l'occasion. Et franchement, ça a été un peu pénible. Donc, c'est pour moi clairement les deux moins bons. Et étrangement, c'est deux suites. Et vous allez voir, le prochain est également une suite. Voilà, parce que le prochain, c'est le seul que j'ai pas revu cet été. Parce que je l'ai découvert au cinéma cet été. C'est Ant-Man 2. Enfin, Ant-Man and the Wasp. Donc je ne l'ai pas revu depuis ma critique, j'ai pas vraiment fait une critique, j'avais fait une vidéo un peu parallèle pour expliquer que j'avais aimé un mauvais film, parce que je trouve que c'est comme les deux films précédents, c'est pas des films qui sont dérangeants plus que ça, quoi. C'est pas genre, pour moi c'est pas l'équivalent de Suicide Squad ou de Justice League où vraiment c'est des abominations filmiques et ça m'énerve de voir un truc aussi mauvais, aussi raté. Là c'est juste des films qui sont mal branlés, mais bon, ça reste de bonne facture, visuellement en tout cas ça reste de bonne facture, les comédiens jouent bien, c'est cohérent avec le reste du MCU, quoi. Et donc là, Ant-Man and the Wasp, donc l'histoire rapidement, c'est pareil, MacGuffin Land, c'est c'est The Wasp qui veut retrouver sa mère, donc il doit aller dans l'univers quantique, là, la dimension quantique, le Quantic Realm, et pour ça, ils ont besoin d'un labo, et en deux mots, il y a des gens qui veulent leur chourer leur labo, quoi. Enfin, donc c'est une espèce de course-poursuite pendant 1h30 où le labo, qui est une espèce de petite mallette ambulante, se passe de main en main, et t'as Ant-Man dans le tas il lui en voulait parce qu'il est allé aider les mecs dans Civil War. Enfin, bref. Très mauvais film sur l'histoire. C'est un film qui est sympa parce que voilà, il est léger, il se passe pendant les événements plus ou moins d'Infinity War, il est en mode détente, à la cool. Enfin, il se passe avant, mais bon, vu que tu le vois après, ça fait bizarre. C'est genre une course-poursuite d'1h30 dans San Francisco avec des pouvoirs rigolos d'Ant-Man, quoi, mais ça tourne tellement dans le vide, quoi. Ça tourne tellement dans le vide, ça reprend les éléments du 1 qui avaient marché, donc l'humour, comment il s'appelle ce monsieur? Ce monsieur, c'est Paul Rudd, voilà, l'humour de Paul Rudd, qui a toujours son bagou, qui est vrai, qui est cool. T'as Michael Peña qui repart dans ses monologues, donc là, ils ont un petit twist parce qu'il est genre sous sérum de vérité, donc il arrête pas de parler.
T'as les personnages qui reviennent, t'es dans ton petit cocon de confort de retrouver ce que t'avais pu aimer dans le premier Ant-Man. Le truc, c'est que le premier Ant-Man, s'il y avait... Moi, j'aime bien le premier Ant-Man, vous verrez où il est dans mon top. Mais si le premier Ant-Man, il y avait quand même des espèces d'ingéniosité, une inventivité dans l'utilisation du pouvoir et de la manière de mettre en scène le tout petit ou le très grand. Enfin, il n'y a pas le très grand dans le premier. Là, il n'y a rien, quoi. Là, c'est vraiment... quand ils deviennent le combat avec la guêpe qui est petite et tout, c'est... Voilà, elle va courir sur un couteau au ralenti, elle va faire agrandir une salière, après il va être géant dans le port de San Francisco, mais visuellement, t'as rien d'innovant, d'intéressant, d'audacieux, quoi. C'est vraiment... T'as l'impression de voir l'équivalent d'un téléfilm dans le MCU, quoi. Alors, t'as deux méchants, t'en as un qui est horrible, qui est genre nul à yesh, une espèce d'homme d'affaires mafieux, businessman bizarre, qui veut juste récupérer le labo et qui est juste un méchant comme ça, genre je veux me faire du fric, je veux absolument avoir ce labo. Horrible, nul, berk, vraiment le b.a.-ba du méchant de merde. Et t'en as une autre qui est genre Ghost, la fantôme, qui est un peu mieux parce que c'est genre l'espèce de méchant, mais que t'arrives à comprendre plus ou moins. Mais bon, c'est genre, j'avais dit ça à l'époque, hein, c'est juste que c'est la méchante en mode, si les héros décident de se parler 3 minutes, en fait ils ont exactement le même but, ils n'ont aucune raison de devoir s'embrouiller l'un et l'autre, c'est-à-dire qu'ils se mettent en face, ils disent « Ah, toi aussi tu veux aller chercher ma mère pour réussir à récolter son énergie ? Bah allons chercher ma mère et on voit ce qu'on fait après, tu vois, et ils se mettent d'accord et le film n'a pas lieu d'être. Mais elle est là, alors oui, c'est sympa parce qu'elle a une vraie motivation, t'as de l'empathie pour elle, il y a la thématique sur la paternité avec Scott qui, lui, veut essayer de divertir sa fille et qui essaie d'être un bon père, Hank Pym qui essaye d'être un bon père et de retrouver la mère, la mère de sa fille dont ils sont coupables d'avoir envoyé dans l'univers quantique. Et donc le père de substitution qui est joué par... comment il s'appelle ce coco encore ? Laurence Fishburne, qui est donc le père de substitution de Fantôme et qui a envie qu'elle puisse aller mieux parce qu'elle souffre. Ouais, t'as cette petite thématique qui est là, mais bon, c'est tellement survolé, quoi, c'est vraiment basique. Après, voilà. Je suis d'accord que c'est bien le MCU parce qu'il y a des films de différents tons, de différents genres, de différents, on va dire, registres qui sont pas tous à prendre au même degré de sévérité critique, quoi. C'est vrai que tu prends Ant-Man, tu regardes ce petit film sympathique, divertissant, qui pète pas plus haut que son cul, Ant-Man and the Wasp, mais c'est comparé à tous les autres, pour moi, c'est celui où vraiment j'ai trouvé le moins appréciable quasiment. Après, c'est pas mauvais, genre voilà, c'est la force du MCU. C'est que, je comprends finalement, on avait fait une vidéo avec le CCU sur Rotten Tomato et Marvel, en disant que les cousins du cinéma à l'époque, ils dénonçaient le fait que Rotten Tomato était très conciliant avec les films Marvel. Et ils se demandaient s'il n'y avait pas une espèce de machination derrière. Et quand j'ai revu là, c'était tous les films du MCU, en fait, je comprends. Rotten Tomatoes, c'est juste, il faut que ce soit au-dessus d'une certaine note pour que ce soit certifié fraîche. Ça veut pas dire que c'est des chefs-d'œuvre, c'est juste que c'est pas des merdes. Et c'est vrai qu'en fait, il y a très peu de merde. C'est pas des merdes. C'est pas de la merde. C'est genre, c'est juste lambda bateau, pas très intéressant, quoi. Voilà. Donc ça fait mal à personne, c'est inoffensif. C'est Ant-Man and the Wasp, ça se consomme pépère. Et ça fait pas de mal et ça passe bien. Donc c'est pour ça que je le mets que 18ème, parce qu'honnêtement, c'est le genre de film, je le reverrai tranquillou un dimanche après-midi, en me mettant le 1 avant, et je serai content. Mais ça décolle pas non plus, quoi. En plus de pas être hyper cohérent avec les pouvoirs, enfin bon, je vais pas me mettre à faire mon tatillon là-dessus non plus. Donc les 3 bonbons pour moi c'est quand même 3 suites, et c'est vrai qu'ils ont beaucoup de mal à gérer les suites en fait, le MCU. Parce que le premier c'est souvent évident, c'est souvent simple, c'est des origin story, tu parles d'un personnage qui sait pas vraiment qui il est, qui comprend qui il est à la fin du film, enfin... ça fonctionne, quoi. Il y a une espèce de formule qui fait que souvent ils se plantent pas trop. Mais alors les suites, putain, ils pataugent dans la semoule quasiment systématiquement, quoi. Alors vous verrez, il y en a une qui est très bien de suite, il y en a une qui est moins bien mais qui a des degrés intéressants, et les 3 autres, elles sont vraiment nulles à yesh. Et donc, ces 3-là, elles savent pas quoi raconter, quoi. Ces 3 films qui savent pas bien quoi raconter, qui ont leur héros en place, mais qui savent pas trop quel parcours leur donner, et donc, franchement, ça mouline un peu dans le vide. Et le 17ème, pour moi, c'est pas une suite, non, c'est une origin story. C'est la dernière origin story qu'on a eue, parce que Black Panther n'en était pas une. Bref, c'est Doctor Strange. Donc là, on rentre dans des films qui sont quand même un peu mieux que les 3 précédents. Voilà, je trouve que celui-là, il est bien, il est de bonne facture, il fonctionne. Mais il est vraiment pas foufou. En fait, je pense que j'ai un problème avec Doctor Strange de son positionnement dans la chronologie, enfin pas dans la chronologie du MCU, mais à l'époque à laquelle il est sorti. C'est-à-dire qu'il est sorti, si je ne m'abuse, il est sorti tard. Il est sorti tard.
Il est sorti en automne 2016, juste avant, par exemple, Spider-Man Homecoming, et encore avant, avant toute la phase Avengers Infinity War, et après Civil War. Donc il est un peu dans une position bâtarde, où se taper une origin story d'un mec, après se taper tous les origin story des mecs qu'on menait Avengers. Enfin, j'ai l'impression que la formule était un peu éculée, t'avais l'impression d'avoir déjà vu le film, avant d'avoir vu le film, alors que ça te présente quand même quelque chose de nouveau. Ce qui est assez paradoxal. Mais donc, ça raconte l'histoire de Strange, je sais plus comment il s'appelle, Doctor Strange, on va l'appeler, et qui donc a un accident de la route, se retrouve paralysé, ne peut plus exercer en tant que chirurgien, et va aller chercher au Tibet, ou je sais plus où, à Tombouctou, là, une méthode pour réussir à ne plus subir la paralysie, le fait de trembler des mains, et il va en fait découvrir The Grandmaster et apprendre qu'en fait il fait partie de, il va devenir un sorcier, quoi, il va découvrir le monde mystique. Bref, et je le trouve pas très intéressant parce que visuellement, on sent qu'il a voulu partir dans des délires et dans des trips un peu psychédéliques. Voilà, c'est un peu la source de Doctor Strange. Alors, moi, je lis pas les comics trop, donc je sais pas trop. Mais il a cette espèce d'esprit psychédélique qui lui colle à la peau à Strange. Et dans le film, j'ai eu l'impression un peu d'avoir le psychédélisme made in TF1, quoi. Enfin, tu vois, c'est du psychédélique, mais par très petite dose déjà. Il y a vraiment 2 séquences un peu psychédéliques. Une vraiment, celle où il se fait toucher par Grandmaster et il évolue dans plusieurs dimensions. Et visuellement, ça reste assez propre, quoi. C'est du psychédélique assez propre. Voilà, avec genre des mains qui deviennent, des doigts qui deviennent des mains. Voilà, c'est des images qui marquent, mais qui à la fois sont pas de l'ordre non plus de... Enfin, tu vois, lors du psychédélique, tu regardes The Wall des Pink Floyd, là, t'as vraiment des moments où tu sais même plus ce que tu regardes, tellement c'est psychédélique, en effet. Et encore, c'est pas ce qu'il y a de plus psychédélique dans ce qui se fait, quoi. Mais là, c'est un peu trop propre pour moi. Le personnage, le parcours ressemble beaucoup trop à Iron Man, quoi. Enfin, il y a un moment où, bon, c'est quand même trop similaire, même dans le parcours, dans le personnage, dans ce qu'il véhicule, ça fait vraiment Iron Man bis. Même si, voilà, comme Cumberbatch joue bien, c'est pas pareil, mais c'est vrai qu'il y a tellement de similitudes que, ouais, ça fait vraiment très, très, très proche. Tout le délire, malheureusement, à la Inception, il faut dire ce qui est, ça ressemble beaucoup trop à Inception, ce délire d'avoir les mondes, où on fait bouger tout, on inverse les villes. Ça passe après Inception, quoi, et c'est vrai que ça te propose une imagerie qui est tellement similaire que tu peux pas te dire ouais, c'est pas Inception, c'est un peu quand même. Et c'est con de faire le parallèle avec Inception, mais tu vois tellement la source de l'inspiration que ça fait chier, quoi. Honnêtement, ça fait chier. Et donc, bon. Après, voilà, il y a l'intrigue, le méchant, il est nul. C'est aussi un truc, hein. Là, tous les films que je vous ai cités, c'est des mauvais méchants, hein. Là, il est mauvais, ce méchant, il est horrible. Gordo, là, non, Gordo, c'est pas le méchant. Quelle issue, ce méchant, qui est interprété par un super acteur, Mads Mikkelsen. Mais dans ce film, c'est vraiment une sous-exploitation totale. Le mec, c'est juste un espèce de méchant qui veut rendre la Terre, qui veut utiliser donc Dormammu, l'espèce d'entité cosmique, pour plonger la Terre dans une infinité de rien. Enfin, genre le néant infini, quasiment. Un truc comme ça, et donc plus ou moins voir l'éternité, mais bref, pas de grand intérêt, quoi. C'est vraiment le méchant qui veut faire venir les ténèbres sur la Terre, quoi. C'est grosso merdo ça, donc c'est pas foufou. Voilà, c'est un film, il y a 2-3 vannes qui fonctionnent, je trouve que toute la relation entre Doctor Strange et Wong fonctionne plutôt bien, cette séquence où il choure les livres derrière lui, où il se fout de la gueule avec Beyoncé, où il fait des références comme ça à la pop culture, c'est plutôt sympathique, ça fait sourire. Je trouve que ouais, il y a Scott Derrickson, il fait rien de spécial en mise en scène, de vraiment taré. Il fait rien de fou, honnêtement. Voilà. C'est un peu le problème, c'est que t'aurais envie d'avoir un mec totalement barjot aux commandes d'un film comme ça, je sais pas, un mec comme Aronofsky, ou un mec vraiment qui va te faire partir dans tous les sens, et il reste beaucoup trop propre, quoi, Scott Derrickson. Après, c'est MCU, ça reste très propre. Hein. Mais tu vois, il n'a pas réussi à inculquer ce que James Gunn a réussi à faire avec les Gardiens, avec Strange. Je trouve que tu changerais le réalisateur, tu sentirais pas le manque. Alors que là, à mon avis, si James Gunn est plus là pour les Gardiens 3, on va sentir le manque, quoi. T'as l'histoire du whitewashing avec Tilda Swinton, alors ça, je vous laisse en décider, moi ça me passe au-dessus de la tête, malheureusement. Et t'as Rachel McAdams qui joue un espèce de ballet avec une perruque, quoi, enfin, insipide au possible, d'ailleurs elle reviendra pas sur la suite pour le moment, enfin, c'est vraiment la love interest relation qui met le héros en face de ses contradictions, mais qui est vraiment pas très très intéressante, leur relation est pas foufou, et t'as cette bataille de spectres dans l'hôpital, mais bon, franchement, c'est pas, ça décolle jamais. Le seul vraiment bon point, finalement, c'est la fin. Ouais, c'est la fin avec Dormammu, et ce côté où on fait du reconstruction porn, qui est l'inverse du destruction porn, et la manière dont il bat Dormammu, qui est une espèce de petite astuce. C'est plutôt bien vu, quoi, ça change du gros combat final, voilà, là on est plus sur un côté astucieux, quelque chose qui, pour une fois, sort un peu de l'ordinaire du MCU, et renouvelle un tout petit peu le schmilblick,
et c'est plutôt appréciable. Donc c'est vraiment, heureusement qu'il y a cette fin, sinon c'est pas un mauvais film, encore une fois, hein, on est très très loin de la bouse, mais on est dans le film qui est un peu oubliable, un peu insipide, qui a pas énormément de saveur, qui manque de personnalité, quoi. Malgré Cumberbatch qui fait du bon taf, malgré un visuel plaisant, bien foutu, mais un peu trop sage à mon goût. Le 16e, c'est un des premiers films du MCU, on l'oublie souvent, c'est Hulk, donc l'incroyable Hulk réalisé par Louis Leterrier. Donc je pense que Hulk, c'est clairement le film du MCU le moins apprécié globalement. Il est considéré comme vraiment un des plus mauvais. Moi, j'avoue que je l'ai revu pour ce top, enfin je l'ai revu dans ma rétrospective du MCU, quoi, que j'ai fait cet été, et j'avais plutôt un bon souvenir en fait. Je me demandais pourquoi il était à ce point-là détesté. Et en fait, bah, je l'aime plutôt bien. Bon, déjà, j'aime bien sa position hyper bizarre. Le fait que ce soit à la fois une suite du film d'Ang Lee, mais pas vraiment officielle, et à la fois, bah, le première apparition et un des premiers films de MCU, quoi. Donc c'est intéressant qu'ils aient fait une espèce de pont entre un univers qui existait avant, qui était les films indépendants, avec donc le Hulk de Ang Lee, par exemple, mais de ne pas vouloir refaire un Hulk pour réintroduire dans le MCU, quoi, de garder ce Hulk-là. Donc c'est pas le même Hulk, mais à la fois, on sent que bah, on prend quasiment là où on l'avait laissé. J'aime bien ce début au Brésil, je trouve qu'il est assez dépaysant, la course-poursuite fonctionne pas mal. Donc l'histoire, c'est simple, c'est Hulk qui par inadvertance a foutu une goutte de son sang dans un soda qui a été bu par Stan Lee. Ah, je vais pas parler des caméos de Stan Lee, mais j'avoue que je m'en souviens pas du tout à chaque fois. En tout cas, je trouve ça hyper cool qu'à chaque fois ils mettent des caméos. Et c'est vraiment t'as la petite friandise que t'attends à chaque film. Et donc, bah, on a donc en deux mots, bah, la CIA a repéré Hulk, et donc ils envoient une troupe le chercher. La troupe, elle est guidée par un mec qui s'appelle Blonsky. Voilà, donc Blonsky, qui est donc un soldat qui est joué par Tim Roth. Et en fait, bah, le gros du film, ça va être la confrontation entre Hulk qui va être traqué par Tim Roth, et Tim Roth qui est enfin content parce qu'il a trouvé un adversaire à sa taille, quoi. Et donc il va trouver un moyen, lui, après, plus tard, de devenir l'abomination. Parce que Banner, lui, il a une relation avec un mec qui s'appelle Mister Blue par mail, qui lui promet de pouvoir plus ou moins le guérir de Hulk, quoi, de pouvoir effacer Hulk de son corps. Voilà, donc bah, j'aime bien parce que je trouve que c'est un film qui relâche finalement jamais son action et son suspense. Ça vraiment, ça enchaîne, il y a une vraie cadence infernale. Je trouve qu'il y a des séquences qui marchent vraiment bien. J'aime bien la fin, toute cette séquence où l'abomination apparaît. T'as un très beau plan où des soldats, il y a des ombres, c'est assez suggéré, on est caméra à l'épaule, vraiment en mode urbain. Et je trouve ça pas mal. Alors la fin, c'est un gros duel de créatures numériques, mais je l'aime bien ce duel. Je trouve que c'est un peu ce que j'aime voir quand je vais voir aussi un film de super-héros. Alors après, il y a toujours ce problème de l'alter ego de Hulk, et finalement c'est Hulk qui se bat contre une version démoniaque de lui-même, quoi, qu'on retrouve quasiment dans tellement de films du MCU, dans Black Panther, dans Iron Man 1, enfin, c'est insupportable ce truc-là où tu as toujours des espèces d'alter ego quasi identiques qui sont des ennemis. Donc il y a ça, mais je sais pas, je trouve qu'il est assez sombre, il est assez dark, il est assez violent. J'ai été surpris je trouvais qu'il était plus mature en fait que l'image que j'ai maintenant des films du MCU. Ils sont moins le calibrage Disney, Marvel Studios actuel. Je sais pas, je le trouve un peu plus en roue libre. Et par exemple, Blonsky, c'est un personnage que je trouve assez intéressant et je trouve qu'il est bien exploité dans ce film parce que il aurait pas été plus intéressant par la suite, mais il y a tout dans ce film, quoi. Ce côté super soldat sur la fin de sa vie, qui est vraiment en recherche d'une adrénaline de se fighter contre quelqu'un de plus fort que lui, quoi. Et là, de tomber sur Hulk, qui est vraiment le Bigfoot, quoi, l'espèce de truc à abattre, et que ça le motive, et que ça le fasse devenir taré et tout ça. T'as toute la relation avec Liv Tyler, qui est aussi intéressante. Il y a une scène de cul, par exemple, où il n'arrive pas à baiser parce qu'il a peur de se transformer en Hulk quand il baise. Vous avez des trucs assez matures, je m'attendais pas à voir ça, à revoir ça, j'avais oublié, en fait. Après, bon... Ça reste un film qui est pas foufou non plus, qui est assez dégueulasse en termes d'effets spéciaux numériques, ils ont quand même pris un petit coup de vieux. On y fait référence par la suite en plus, donc c'est un film qui a quand même sa place dans le MCU. Il y a le colonel, je sais plus comment il s'appelle lui, le général Thaddeus Thunderbolt, là, qui reviendra dans Civil War, si je ne m'abuse, et dans Avengers Infinity War. Voilà, c'est marrant parce qu'il est revenu à quasiment 8 ans d'intervalle. Et voilà, donc c'est un film que j'aime bien, avec le Hulk de Louis Leterrier. C'est pas un grand film d'action, c'est pas un grand film de MCU, mais je trouve que dans ce qu'il essaie de proposer, qui n'est pas une origin story, mais qui exploite le personnage de Hulk, il fonctionne. Après, Edward Norton, je le trouve pas forcément au top total. Les moments, il est un peu en mode je m'en bats les couilles, enfin, je sais pas. Il a une interprétation qui est pas hyper engageante de Bruce Banner, et je préférerais ce que fera Ruffalo par la suite, mais à la fois Ruffalo ne sera jamais le centre d'un film. Et je pense que finalement, en étant le centre d'un film, ils ont quasiment fait, pas ce qu'il y avait de mieux à faire avec Hulk, mais un truc vraiment bien, quoi. Parce que Hulk en tant que personnage principal, donc oui, c'est le côté Dr. Jekyll, Mr. Hyde, machin, mais je le trouve pas
vraiment génial, quoi. Et je trouve qu'il sera bien dans les autres films où il apparaîtra. Par exemple, dans Avengers 2, il est vraiment pas mal exploité. Dans Thor Ragnarok, je trouve hyper intéressant. Voilà, je trouve qu'il sera mieux utilisé par la suite que dans ses films perso. Et finalement, le fait d'avoir un film perso pour avoir le Hulk et l'histoire qu'ils en ont fait, je l'aime bien. J'aime bien aussi le personnage de Mister Blue, qui est... Enfin, tous ces degrés de comment on utilise Hulk, comment on veut exploiter ce potentiel-là d'avoir ce monstre vert. Voilà, il y en a qui veulent l'utiliser pour l'armée, et l'autre qui veut l'utiliser pour guérir des maladies. Enfin, on peut faire plein de trucs avec. Et Hulk qui voudrait juste que ça disparaisse de la planète de la Terre. Enfin, voilà, il y a plusieurs degrés d'utilisation et je trouve que c'est pas du tout un si mauvais film que ça. Tu vois, on rentre dans les films du MCU que j'arrive à apprécier pour ce qu'ils sont. Et je trouve que Hulk, finalement, il s'en tire vraiment bien. 15e position, je veux pas me faire des amis parce que je m'en ai pas fait à l'époque. Je m'étais fait traiter de sale raciste parce que j'avais pas aimé. C'est Black Panther, le phénomène, le film qui a rapporté milliards de dollars qui a été un phénomène culturel même parce que c'est très bien. Oui, premier film de super-héros qui se passe en Afrique, réalisé par un Afro-Américain avec que les Afro-Américains. C'est génial pour la représentation. Mais en tant que film, honnêtement, j'arrive pas à adhérer au truc, quoi. Je n'arrive pas. Je trouve que c'est pas un super film. Je suis désolé. Déjà, je l'ai déjà fait sur ma critique de l'époque, et donc je l'ai revu en me disant, je vais vraiment reconsidérer le film, essayer de voir ce que j'aurais pu passer à côté. Et en fait, pour moi, il y a vraiment 20 minutes dans ce film qui sont géniales. Je suis d'accord. Il y a 20 minutes qui alors, pour vous dire, donc, si vous n'avez pas vu le film, l'histoire c'est Black Panther, qui est au Wakanda, il y a un petit débat interne sur est-ce qu'il doit s'ouvrir aux autres cultures ou pas, et il essaye de choper un mec qui leur a volé du vibranium, il y a belle lurette, et en fait il y a un méchant qui s'appelle Killmonger qui débarque et qui va réussir à choper le trône à Black Panther, quoi, et qui lui veut par exemple réussir à faire en sorte que les Wakandiers et tous les Afro-Américains et tous les Noirs en général prennent le pouvoir sur Terre et deviennent, réussir à soulever la population noire de la planète et réussir à prendre le pouvoir, quoi. Grosso merdo, c'est ça. Et donc il y a 20 minutes dans ce film qui sont vraiment excellentes. Et je dois avouer que ça fait partie des 20 meilleures minutes du MCU, vraiment. Donc je comprends les gens qui s'ils ont cette image en tête du film, ils ont adoré le film. C'est quand Killmonger débarque au Wakanda. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, quand Killmonger débarque au Wakanda, déjà avec le bagou qu'a Michael B. Jordan dans le rôle, il en impose, il a ce bagage où c'est un mec qui vient des quartiers pauvres de Cleveland, il a cette espèce de bagou un peu Kaira Riken, quoi. Il débarque, il remet T'Challa à sa place, voilà, il le provoque en duel, il expose son idéologie. Enfin, il y a un côté où, en fait, ce moment-là, où il y a tout ce parcours du film où tu te dis, Killmonger, il n'a pas forcément si tort que ça, ou en tout cas, tu comprends son point de vue. Enfin, c'est un méchant qui est bien traité sur ces 20 minutes-là. Où là, tu te dis, putain, il en impose, son parcours personnel, tu arrives à comprendre pourquoi il a fait tout ça, et où il en est là, et pourquoi il voudrait faire tout ça. Et t'es pas d'accord avec lui, mais à la fois, tu aurais presque envie de le voir aller au bout de son délire, quoi. Et ça, c'est bien fait. Ça, j'avoue, c'est bien fait. Mais après, quand T'Challa est réveillé dans la neige là, et qu'on le sauve et qu'il reprend du pouvoir et ça, mais ça devient une bataille de merde à la fin que je déteste, là, qui est hyper cheapos, là, du duel numérique entre les deux Black Panther, le jaune et le noir. Après, t'as la bataille dans la plaine, enfin bref, tout ça, ça devient de la merde. Donc t'as vraiment ces 20 minutes qui sont cool. Mais avant ça aussi, c'est pas terrible, quoi. Avant ça, c'est le côté James Bond du pauvre, là, où ils vont en Corée, où il y a une scène d'action dans le casino qui est pas foufou, la course-poursuite qui est pas dingo, qui est bien. Voilà, la course-poursuite en voiture est pas mal. Il y a des bonnes idées. Et après, j'ai du mal, quoi. J'ai du mal à trouver que le film vraiment prenant, parce que je trouve que le héros, T'Challa, il est pas fou. Il est vraiment pas intéressant, enfin. Et en fait, c'est limite ça qui rend que Killmonger est si bien, c'est que t'as un héros qui est tellement plat, il est là, voilà, c'est le bon roi. Alors t'as cette espèce de débat sur s'ouvrir à la population, s'ouvrir aux autres pays ou pas. Mais c'est un peu survolé. Alors, il y a des gens qui ont fait des parallèles en disant que c'était le fameux conflit entre Michael Mix et Martin Luther King. Et là où en fait je suis pas d'accord, parce que il y a beaucoup de gens qui sont venus avec cet argument en disant ouais c'est trop bien, c'est une retranscription de Michael Mix et de Martin Luther King qui ont une idéologie qui était similaire à la base, et il y en a un qui a pris la voie du pacifisme total et l'autre qui a pris la voie un peu du côté on va dire conflictuel de la chose pour réussir à régler le problème des oppressions sur la minorité. Le truc, c'est que là où par exemple dans X-Men, où il y a déjà ça qui est traité avec Magneto et Charles Xavier, les deux personnages ont eu un moment où ils étaient d'accord, où ils évoluaient ensemble pour la même chose. Et c'est face
au fait qu'ils n'arrivaient pas à aller dans leur but, enfin, qu'ils n'arrivaient pas à faire en sorte, pour le cas d'X-Men, que les mutants soient considérés à leur juste valeur, comme soit arrêtent d'être discriminés, quoi, qui est un parallèle d'ailleurs avec la population noire, surtout aux États-Unis, qui est vraiment très proche. Donc c'est pour ça que dans X-Men c'était très intéressant là-dessus. Ils essayaient de faire ça ensemble, et c'est face à un refus de la société que l'un va s'orienter dans le côté pédagogique, qui va être le côté Martin Luther King du délire, qui est donc Charles Xavier, et l'autre qui va partir dans l'extrémisme un peu violent, belliqueux, qui est donc Magneto et donc Malcolm X. Mais dans Black Panther, il n'y a jamais un moment où ils ont collaboré. Il n'y a jamais un moment où T'Challa et Killmonger, ils avaient un espèce de destin, de rêve commun, et que face à ce qui se passe, ils se sont séparés. Non. Donc, je trouve que le parallèle, il est vraiment... Il est beaucoup trop simpliste, en fait, de dire « Ah ouais, c'est trop bien, c'est comme Malcolm X et Luther King », c'est simplifier la relation qu'avaient Martin King et Malcolm X. C'est vraiment la réduire à quelque chose de beaucoup trop primaire, quoi. C'est pas ça, Malcolm X et Martin Luther King. C'était pas ça, la construction de leur lutte. C'était beaucoup plus compliqué que ça. Il y avait vraiment une amitié à la base, qui après était une dissonance, parce qu'ils n'avaient pas les mêmes méthodes. Enfin, il y avait un dialogue constant entre eux en plus. Là, Killmonger et T'Challa, ils se connaissent pas, ils en ont rien à branler l'un de l'autre. Enfin, les mecs, T'Challa, il est très bien dans son pays, il voit pas trop le problème, il apprend que son père a merdé avant, donc d'un coup il se dit « Ah merde, en fait, faut peut-être qu'on se remette en question », mais il fait son truc dans son coin, et Killmonger, pareil, lui, il est vénère, il a envie, sa source de vengeance, il trouve que, voilà, il a vécu sa sale vie de mec dans les ghettos afro-américains aux États-Unis, et il a trouvé ça tout pourri, en sachant qu'il aurait pu avoir une vie totalement différente si le Wakanda l'avait aidé, donc ça le fout en rogne, et il a juste envie de prendre le pouvoir, et d'accomplir son espèce de vengeance globale sur son monde oppressé, quoi. Mais il n'y a pas ce moment où les deux fassent... Enfin, tu vois, pour faire le parallèle avec Luther King et Malcolm X, c'est important d'avoir cette association des deux, et que les deux, face à un refus, agissent différemment, et c'est là où ça révèle leur personnalité, qui sont vraiment leur méthode face à l'adversité. Qui tuait Martin King, c'est vraiment un pacifiste, quelqu'un vraiment de noble là-dessus. Malcolm X, c'était vraiment quelqu'un qui avait un fond belliqueux et qui avait besoin de bouger les choses de manière un peu plus extrême. Et donc le parallèle, pour moi, fonctionne pas. Il y a une bribe de ça, je suis d'accord, il y a une bribe de ça sur les idéologies, que l'un veut utiliser quelque chose de belliqueux pour régler son problème et prendre le pouvoir par la force, grosso merdo, et que l'autre veut essayer de trouver une solution pacifiste pour que tout ça aille bien. Mais franchement, c'est beaucoup trop léger, quoi. Beaucoup trop léger, quoi. Et en plus de ça, je trouve que, honnêtement, c'est pour moi les effets spéciaux les plus dégueulasses du MCU. Je suis désolé, le film, il est en 2018, il est cradoc. Cette séquence dans la cascade, là, alors ils ont beau essayer de m'expliquer que ça a été tourné à Iguaçu, là, en Argentine, au Brésil, là, dans les énormes cascades d'Iguaçu, je n'y crois pas, mais une seconde. Mais pour moi, c'est de la manipulation. C'est de la manipulation. Ce truc, il est tourné sur un vieux décor dégueulasse, avec une cascade. Alors je sais qu'il y a des images, vous allez me trouver des images, mais bizarrement, sur les images, il y a du fond bleu partout derrière la cascade, tu ne vois jamais le haut de la montagne ou la falaise où tu as les mecs. Pour moi, c'est de l'incrustation numérique à tire-larigot. Il y a la séquence où il se bat justement contre Killmonger, où tu as un soleil couchant, c'est dégueulasse, j'y crois pas une seconde. C'est-à-dire qu'entre le soleil couchant qui est au fond de l'image et la lumière qui arrive sur les personnages, mais je vois tellement le chef opérateur qui a mis sa source de genre style soleil couchant, qui a à peine raccord avec le soleil couchant du fond. Enfin, je trouve ça mais dégueulasse. Et c'est vraiment, mais vous n'arriverez pas à me faire dire du bien des effets spéciaux de ce film. Visuellement, je trouve ça affreux. Et le Wakanda, pour moi, c'est SimCity, quoi. Je l'ai revu, j'ai l'impression d'être dans un jeu vidéo, quoi. J'ai du mal, je trouve vraiment sale. Enfin, sale dans le sens trop propre, presque. Voilà. Après, voilà, on sent qu'ils n'avaient pas encore la thune qu'il fallait. Ils ont construit cette espèce de petite rue de décor pour nous faire vivre le Wakanda vite fait. Bon, ok, donc t'as une rue avec un espèce de marché, mais t'as 2 séquences dedans et t'y vis pas, quoi. Et j'ai du mal, quoi. Alors, j'ai hâte de voir le 2 où là ils vont avoir plein de thunes parce que le film a cartonné, ils vont pouvoir vraiment nous plonger au cœur du Wakanda, et tant mieux. Et ça va me faire plaisir. Mais de me faire un film sur l'Afrique qui n'a pas été tourné un pet en Afrique, qui me montre des décors naturels à peine naturels, et j'ai du mal, franchement j'ai du mal. Donc de ma liste, c'est celui qu'il est 15e parce que je trouve quand même qu'il a des qualités, dont ces 20 minutes qui sont vraiment excellentes. Killmonger qui débarque et qui arrive à retourner un peu la tête de tout le monde. Ça, j'ai rien à dire, je trouve ça vraiment bien foutu. Mais tout ce qui est avant, tout ce qui est après, c'est vraiment du caca boudin en boîte, quoi. C'est vraiment du caca, quoi. Et d'ailleurs, j'avais dit sur la miniature, c'est de la merde. Et pour moi, c'est vraiment un peu de la merde, quoi. Heureusement qu'il y a ces 20 minutes au milieu. Après, oui, c'est intéressant de mettre un héros dont le père a des failles, a fait de la merde, il y a une culpabilité globale. Le contexte géopolitique est intéressant. Ça raconte des choses. Je suis d'accord que ça évoque des choses. Donc, c'est pas un film vide. Mais je trouve ça beaucoup trop léger pour
pour vraiment, ça va pas au cœur des thématiques que ça exploite, quoi. C'est des bribes d'idées qui sont à peine éclos, quoi. Et je trouve ça trop léger de lui. Après, l'aura qu'il a eu, bon, ça c'est autre chose. Le film a cartonné, c'est devenu un phénomène de société quasiment. Voilà, bon, tant mieux. Mais c'est pas le film en soi, ce que ça raconte au sein du film, c'est beaucoup trop léger. Honnêtement, beaucoup trop léger. Ça se la joue un peu, quoi. Ça se la joue un peu grande fresque shakespearienne, plein d'idéologies, et je trouve que ça a pas du tout la valeur des ambitions que ça essaie de te présenter, quoi. Enfin, pour moi, si c'est ça, c'est beaucoup trop cheap, beaucoup trop sobre, beaucoup trop léger. That was my rant against Black Panther. Again. 14e position, c'est un film que j'ai revu à la hausse, pour le coup, c'est Spider-Man Homecoming. Donc j'avais vraiment pas du tout adhéré au délire en le voyant en salle. Parce que, je sais pas, je m'attendais à un film Spider-Man, quoi. Enfin, tu vois, c'est vrai qu'un film Spider-Man, on en a vu quelques-uns récemment, quand même, depuis 2000, il y en a eu 5, 3, plus les 2 Amazing, donc plus celui-là, ça fait 6 en 18 ans, ce qui fait quand même beaucoup, ce qui fait un film tous les 3 ans. Et j'avais l'impression que tout avait été dit, et je sais pas, j'ai pas réussi à comprendre le Spider-Man qu'on m'a présenté. Donc, à la revoyure, je me suis dit, bon, on m'a dit que c'était finalement un teen movie. Je vais me concentrer sur le côté teen movie. Et en fait, c'est vrai qu'ils ont voulu faire un Spider-Man qui ne présentait rien de ce qui avait été fait dans les anciens Spider-Man. Donc, tu vois pas Spider-Man qui fait entre les buildings, dans une jungle urbaine, tu vois pas, je sais pas moi, je sais pas ce que tu vois pas d'autre. T'as pas vraiment la relation avec Mary Jane, t'as pas Gwen Stacy, t'as un nouveau personnage. Donc t'as Liz, Spider-Man c'est un gros geek qui est dans un lycée de geeks et genre Flash, c'est genre un geek, qui est genre un petit mec, enfin bref. Donc il y a plein de trucs comme ça qui m'ont surpris où j'ai pas réussi à adhérer. Alors, je trouve que oui, si tu regardes le film en mode c'est un teen movie, c'est Spider-Man au lycée, et donc qu'est-ce que c'est que d'être Spider-Man en étant lycéen et de vouloir être Spider-Man mais de pas avoir les moyens de l'être et en plus d'avoir ce côté avec le Shield, vouloir être un Avengers et attendre cette relation avec Tony Stark. Bon, il y a des trucs à prendre, c'est pas un ratage total. Mais bon, c'est jamais extraordinaire, quoi. Et le gros défaut du film, c'est l'action. C'est-à-dire que le film, en termes d'action, c'est l'enfer sur Terre. C'est dégueulasse, c'est le film le plus illisible du MCU, c'est sombre, tu ne vois rien. C'est-à-dire que tu regardes les scènes de nuit, par exemple, du Hulk de Louis Leterrier, elles sont bien foutues. Elles sont belles, c'est des jolies scènes de nuit, tu vois ce qui se passe, l'éclairage fonctionne, tu regardes les scènes de nuit de Spider-Man Homecoming, c'est horrible. C'est-à-dire que j'étais là à essayer de monter la luminosité sur ma téloche pour réussir à voir ce qui se passait, quoi. Parce que franchement, je n'y voyais que dalle. Au cinéma, j'avais déjà ce problème, mais là, en DVD, c'était encore pire, quoi. Donc franchement, c'est vraiment horrible. Et l'action n'a aucun intérêt, quoi. Il n'y a aucune séquence d'action mémorable, intéressante, vraiment qui te prenne au trip, où tu es là à te dire, putain, je kiffe ce moment, Spider-Man, c'est trop cool, quoi. Donc bon, passer ça, qu'est-ce qui fonctionne dans le film ? Tom Holland fonctionne vraiment bien, je trouve qu'il tient bien son Spider-Man, tout le début est plutôt cool, où il se fait une espèce de vlog en mode je vais aller à Civil War, qui fait le lien avec le reste, c'est plutôt cool. Tout ce qui se passe au lycée, c'est sympa, le personnage de Ned, son pote, vraiment cool, d'avoir quelqu'un à qui Spider-Man peut se confier, d'avoir toute cette séquence où il lui pose plein de questions dans différents cours, et Peter Parker, il est là à dire « Putain, mais arrête de me parler, tu vas me griller, machin », ça fonctionne vraiment bien, donc il y a des trucs. La relation avec Tante May, elle est un peu lège, mais bon, le fait qu'ils exploitent pas la mort de l'oncle Ben de nouveau, parce que c'est vrai que ça aurait été overdose, bon, ça reste sobre, mais c'est une relation qui est plutôt cool. Moi, elle me dérange pas, le fait qu'elle ait 15 ans, enfin, elle n'a pas 15 ans, mais elle est super jeune. J'adhère. Et ce qui fonctionne, c'est le vautour. Il faut avouer que cette idée d'avoir le vautour, d'avoir Michael Keaton, qui est donc à la fois le méchant et à la fois, spoiler, ça c'est très bien géré dans le film, le beau-père, c'est dans Marvel Initiative Podcast, ils le disent, c'est génial, parce que c'est vrai qu'ils ont totalement raison. Le beau-père de ta petite copine au lycée, c'est l'ennemi, c'est genre l'antagoniste de ta vie, et le fait d'avoir à la fois l'antagoniste de Spider-Man, qui est à la fois l'antagoniste plus ou moins de Peter Parker, enfin voilà, il y a un côté, il y a un vrai sens, une cohésion qui se fait sur ce personnage, dans les thématiques qu'il véhicule, qui sont vachement bien foutues, et en plus c'est un vrai twist. C'est-à-dire que ce moment où il ouvre la porte, t'es surpris et tu t'attends tellement pas. Enfin, c'est intéressant de réussir à mettre des twists comme ça parce que tu t'y attends pas. Jamais tu te dis ça va être connecté. Et en fait, ça l'est et c'est génial. Ça, c'est génial. Et cette séquence où il comprend que Peter Parker et Spider-Man dans la voiture avec cet éclairage de feu rouge, il y a vraiment un truc qui se passe. C'est vraiment une séquence qui fonctionne, où on est sur un registre qui est plus intimiste, sur du jeu d'acteur. Voilà, en plus, lui, il est entre la folie. Enfin voilà, lui, de toute façon, il est tellement bien, Michael Keaton, dans ce film, qu'il est dans la continuité un peu méta de ses rôles entre Batman. D'un coup, il joue Birdman, et après, il joue le vautour. Il se passe plein de trucs. Méta, c'est même un méta-casting, c'est intéressant. Mais voilà, ça vaut le coup. Ça, il y a un truc. Après, moi, j'avais un gros problème idéologique sur ce personnage du vautour. Et encore une fois, je trouve que c'était un de leurs meilleurs épisodes au Marvel Initiative Podcast,
parce qu'ils ont vraiment aimé le film, et quand ils aiment le film, ils le défendent d'une manière assez intéressante, et ils faisaient tout un parallèle avec l'Amérique de Trump. Et moi, j'avais beaucoup de mal avec l'idéologie quand il était sorti de ce film, parce que, pour moi, Spider-Man, c'est le héros des gens de tous les jours, c'est le héros de Monsieur Tout-le-Monde. Et le truc, c'est que dans ce film, il se range du côté de Tony Stark, qui est genre le multimillionnaire dans sa tour d'ivoire, qui est vraiment voilà, le héros des Avengers, un peu le héros des riches, quoi. Enfin, clairement, Tony Stark, c'est clairement le héros des 1%. Alors que Spider-Man, c'est justement le héros des 99%. Et le vautour, lui, dans le film, il a cette idéologie des 99%. C'est le monsieur tout le monde l'État lui a mis un peu à l'envers, et donc il décide de faire son petit bordel dans son coin pour réussir à pas se faire carotte, ça part du gâteau, quoi. Et dans le Marvel Initiative Podcast, ils ont fait tout un parallèle avec l'Amérique de Trump, et c'est vrai que c'est assez intéressant, parce qu'il y a vraiment ce côté où c'est les Américains, c'est pas des Américains Trump en mode raciste, ou ces gens-là, le côté cliché qu'on peut avoir des électeurs de Trump, c'est un peu ce mec-là, en fait, les électeurs de Trump. Ce côté, ce mec-là qui a plus envie de se faire baiser par le système, qui trouve que c'est un mec bien, qui a toujours bien bossé, qui a un bon père de famille, qui a toujours été un bon mec dans ses chantiers, qui est un vrai Américain qui bosse pour son pays, et qui se trouve que son pays l'encule quand même, parce que il arrive sur le chantier, au final c'est le Chili qui reprend le chantier, et lui il se retrouve pas ruiné, mais avoir des problèmes là-dessus, et donc il se dit, les couilles, je vais devenir un resquilleur pour réussir à me faire mon bise dans mon coin, quoi. Et c'est un peu cette mentalité là-dessus que Trump a été élu, quoi. Sur le côté, non mais vraiment, c'est les Américains d'abord, quoi. C'est pour l'Amérique que je bosse, voilà, je suis un bon Américain, enfin... Il explique beaucoup mieux que moi dans le podcast, mais en tout cas, le parallèle qu'il faisait était très intéressant. Et donc, ça m'a aidé à rehausser un peu cette idéologie que je trouvais un peu bancale à la base dans Spider-Man Homecoming. Mais voilà. Donc, film qui installe des choses intéressantes. J'ai hâte de voir la suite parce que je pense qu'une fois que le personnage est là, ils vont peut-être enfin nous filer du Spider-Man qui fait kiffer. Parce qu'il faut avouer que moi, un film Spider-Man où j'ai pas envie d'être Spider-Man une seule seconde dans le film, c'est quand même un peu problématique. On a beau, quand même, pour moi, Spider-Man, c'est le héros le plus classe de tous les univers de super-héros, quoi. Enfin, les jeux vidéo, tu joues Spider-Man, les films ou de Sam Raimi, je me suis tous refait récemment. C'est jouissif d'être Spider-Man. Et là, dans le film, t'as pas un seul moment où t'es en jouissance d'être Spider-Man, parce que Spider-Man kiffe pas du tout. Il fait rien de kiffant. Il subit tout le film, il est en dèche, il galère, il n'y a pas de building auquel s'accrocher. Voilà, donc bon, après, il y a des trucs un peu lourdos, cette référence à Ferris Bueller, elle est quand même pas hyper finasse. Il y a des petits trucs comme ça qui sont un peu lourdingues, mais bon, ça fonctionne. Et par contre, la fin, t'en te mets à prendre que c'est Spider-Man, de temps de voir comment ça, et les répercussions de ça, parce que c'est quand même un gros morceau qui sont pas habitués. Voilà. Donc j'avoue que finalement, je l'ai revu un peu à la hausse. J'avais vraiment moins aimé, j'ai un peu plus compris ce qu'ils ont essayé de faire. Et donc j'adhère un peu plus au délire. Mais ça reste pas un super film pour autant, et les scènes d'action sont vraiment dégueulasses. 13e position, Avengers 2. Avengers, l'ère d'Ultron. Alors là, celui-là, je l'avais détesté. Je l'avais détesté en salle. Donc Avengers, l'ère d'Ultron, c'est quoi? C'est suite à une mission des Avengers, ils trouvent le spectre de Loki, et dans le spectre, il y a une intelligence artificielle, et Tony Stark, il utilise l'intelligence du spectre pour essayer de créer une super IA, et en fait, ça va être Ultron qui va se retourner contre lui, parce que la philosophie d'Ultron, c'est donc de faire la paix, et pour faire la paix, il faut détruire les Avengers, parce qu'en fait, ils sont aussi la cause de la guerre. Enfin bref. Bon, c'est une espèce d'idéologie un peu simpliste qui fonctionne, parce que quand tu pousses tout à l'extrême, de toute façon, tu arrives toujours à tourner sur toi-même, et c'est comme, au final, pour qu'il y ait la paix sur Terre, il faudrait plus qu'il y ait d'humains, et ce serait une des solutions. Donc c'est un peu ce qui se passe. Et alors j'avais eu beaucoup de mal en le voyant, parce que pour moi, c'était un film qui servait à rien. Mais vraiment qui servait à rien. C'est-à-dire qu'à l'époque où je l'ai vu, donc dans la continuité des films du MCU, quand je l'ai vu en salle, Avengers, c'était un gros morceau quand même, tu vois, c'était Avengers, c'était la réunification de tous les héros que tu t'étais tapé depuis quelques années, c'était vraiment l'aboutissement de quelque chose, et je trouve que ça avait amené le MCU dans une nouvelle dimension. Et Avengers 2, ça faisait vraiment la suite, quoi. Le côté, on vous met un nouveau méchant, et vous vous fritez contre lui pendant 2 heures, et voilà. Alors, a posteriori, quand tu le revois, il est intéressant parce qu'en fait, sur le moment, il amène rien. C'est-à-dire que il amène rien vraiment au MCU, tu regardes, il t'apporte rien. Mais en fait, quand tu le replaces après avoir vu tous les films qui viennent, c'est un film qui est plutôt important parce qu'il a été très bien exploité par la suite. C'est vraiment un film, quand vous regardez après, par exemple, Civil War, en fait, il n'existe uniquement que parce qu'il y a eu l'âge d'Ultron avant. Donc, c'est des trucs comme ça. Et donc, de Civil War, après, découle toute on va dire, le consensus actuel, le paradigme actuel du MCU, quoi. Enfin, ça a vraiment changé un peu les choses.
Et pareil, Thor Ragnarok existe parce qu'il y a eu Age of Ultron, parce que Hulk s'est barré, parce qu'il avait fait une destruction en Afrique du Sud, que la population lui en veut et que lui il se sent coupable et qu'il se barre. Enfin, voilà, donc sur le moment, j'avais pas pris la mesure de ce qu'il allait impliquer. Donc, j'avoue que j'avais du mal avec ce film. Mais à la revoyure dans ma rétrospective, je le trouve finalement plutôt intéressant. Après, je trouve que c'est un film qui est vraiment généreux aussi. C'est une de ses grandes forces, c'est que le film, en fait, n'arrête pas, quoi. Il en est presque à l'overdose, c'est qu'il y a tellement de choses, d'actions, de séquences différentes qui s'y passent que, waouh, tu t'en prends plein les dents, à un point que ça en devient limite imbuvable, quoi. Enfin, vraiment, ça commence, ils se battent contre des robots dans la tour de Tony Stark. Après, il y a toute une séquence en Afrique du Sud où il se bat contre Hulk. Hulk est transformé et il y a le Hulkbuster qui débarque, là. Qui est vraiment un truc cool. Après, ils vont en Corée du Sud, une course-poursuite, ça n'arrête jamais. Et après, ça finit au Wakanda, pas au Wakanda, ça finit en Sokovie, avec cette ville qui est montée en l'air, et cette bataille où ils essayent de virer tous les civils. Enfin, donc il y a une vraie générosité dans l'action, donc là-dessus, à la revoyant non plus, je peux pas lui en vouloir, quoi. Enfin, je trouve que c'est un film qui essaye de te fournir vraiment du grand spectacle. Après, l'action est pas folle, il y a des personnages qui sont pas bien maîtrisés, qui sont pas très intéressants, notamment par exemple Quicksilver, qui arrive pas à il n'arrive pas à te l'exploiter, d'ailleurs il te tue à la fin et tu t'en fous un peu. Ils n'ont pas réussi à te faire vivre ces deux jumeaux là. Même Wanda, bon, c'est un personnage qui est encore au début de son exploitation, et il y a ses accents moisis dans les interprétations. Il y a ce plan séquence au début du film qui est plutôt joli, mais qui n'a pas cette espèce de puissance qu'avait la fin d'Avengers 1. Voilà, ça essaie de surfer sur la suite, de générer ces trucs. T'as Thor qui se barre au milieu du film dans de l'eau pour avoir sa vision sur les pierres d'infinité. T'as toute cette séquence de dialogue au milieu du film dans la maison de Brett, enfin de Hawkeye, pardon, j'avais du mal à le prononcer. Voilà, t'as pas mal de trucs comme ça qui viennent foutre un peu le bordel, et donc c'est un espèce de gros gloubi-boulga de plein de trucs, mais qui, fondamentalement, moi, au final, m'a plutôt plu à la revoyure. Voilà, c'est pas un grand film, c'est pas un film qui colporte des thématiques intéressantes. Je trouve que le méchant est certes, on va dire, intriguant sur l'idée de ce que c'est Ultron et ce que voilà cette espèce d'intelligence artificielle qui est dans Internet et qui arrive à contrôler plein de robots, qui crée des robots en ultimatum, qui passe sa conscience de robot en robot, donc tu sais jamais vraiment comment le détruire. T'as aussi la création de Vision qui arrive à arriver dans le film, c'est quand même bien, voilà, ça fait avancer les choses. Enfin, tu vois, ouais, vraiment, il arrive à... En fait, c'est quasiment un épisode qui est un peu sacrifié sur l'autel de réussir à... C'est ça qui est drôle, en fait, qui est assez paradoxal avec ce film, c'est que dans sa volonté de ne pas vouloir faire un film vraiment intéressant pour le MCU à l'époque de sa sortie, parce que je crois que Whedon, il n'avait pas eu envie de... Enfin, il y a vraiment des séquences qui sont balancées comme ça pour te balancer des informations, genre celle de Thor. Celle de Thor, tu sens qu'il en avait rien à battre. Genre, ouais, Thor, va voir ton rêve dans une fontaine, là, pour alors préparer à la suite, quoi. Et donc, on sent une forme de nonchalance dans le fait de préparer certains événements, et à la fois, en fait, tu sens qu'il a vraiment été... Bon, une fois que le film était là, les mecs se sont dit, on va grave l'exploiter, quoi. Et donc, tu as plein d'éléments qui sont bien exploités par la suite, quoi. Donc, c'est paradoxal comme film, mais je trouve que, voilà, il est généreux, il se passe des choses intéressantes. Bon, les Avengers brillent pas de mille feux par leurs actions, les séquences d'action sont pas géniales. Enfin, tu vois, genre, par exemple, Captain America dans ce film est pas... Toi, Steve Rogers, tu retiens rien de lui, alors que juste après, il y aura le film Winter Soldier, où là, tu vas te prendre une grosse claque dans la gueule, quoi. Non, d'ailleurs, Winter Soldier, c'est juste avant. Ouais, c'est juste avant, parce que le sceptre, il est en possession d'Hydra, parce qu'il appartenait au Shield. Enfin, bref. Il y a des trucs qui fonctionnent, mais en termes d'action, je n'ai pas de moment, voilà, j'ai pas de moment, là, d'un coup, quand j'essaie de penser à Avengers Age of Ultron en action, j'ai rien de mémorable qui me vient en tête. Et à la fois... Quand j'ai vu le film, je me suis fait la réflexion en me disant putain mais ça n'arrête pas quoi, il y a plein de trucs quoi. Et j'aime bien aussi le fait qu'ils introduisent vraiment le personnage de Black Panther, là, comment il s'appelle lui, Klaue, ouais, enfin, le mec qui se fait couper le bras d'ailleurs dans Age of Ultron. Ah oui, ça fait partie des trucs de la phase 2 de Marvel, alors je savais pas, mais dans tous les films, il y a un mec qui se fait couper un bras. Et c'est vrai que si vous regardez tous les films de la phase 2 de Marvel, il y a toujours un mec qui se fait couper le bras, et donc là c'est Klaue qui se fait couper le bras. Je sais qu'à un moment, je sais plus dans quel film, je sais plus c'est qui les autres qui se font couper les bras, mais je pense que sur internet vous retrouvez la liste. Voilà, donc ils font le lien avec le Wakanda. J'avais totalement oublié ce personnage. Moi, quand j'ai revu Black Panther, j'avais plus aucun souvenir de Age of Ultron. J'avais oublié qu'il avait déjà été introduit dans le MCU avant, quoi. Voilà, donc c'est un film. Voilà, j'aime bien la relation qu'il y a entre Romanoff et Hulk. Je trouve que c'est assez intéressant. Et ce côté, ils ont tous les deux fait. Enfin, ils sont en conflit avec eux-mêmes. Ils ont du mal à s'accepter, donc ils trouvent une vraie complicité. Après.
C'est vrai que quand tu regardes, ça manquait un peu on va dire de matière au départ dans Avengers 1 pour être bien exploité dans celui-là. Ça paraît un peu trop forcé peut-être. Mais bon, au moins ils essayent. Il n'y a pas beaucoup d'histoires d'amour et de romance dans le MCU. Donc quand ils t'en mettent une, bah, ça fait toujours du bien, on va dire que tu vois, c'est un peu. S'il y en a tellement pas que au moins là il y en a une, pourquoi pas, qui est plutôt touchante. J'aime bien ce côté avec la berceuse pour amadouer Hulk, tout ça. Donc voilà. Donc après, bon bah Thor il est toujours inutile dans le film, il sert à rien. Voilà, le final, le meilleur personnage du film c'est Clint, hein. J'ai dit c'est Clint Barton, ouais, c'est Hawkeye quoi. C'est vraiment seul qui a vraiment, qui est touchant émotionnellement parce que bah voilà, il a une famille, tu découvres le fait qu'il a une femme et des enfants et que ça te fait reconsidérer un peu tout ça. Voilà, par contre, putain, Tony Stark, qu'est-ce qu'il est insupportable dans ce film. Oh putain, là il a vraiment le degré de l'insupportabilité totale, quoi. Parce qu'il fait que de la merde, c'est quand même lui qui est la cause du problème. Il n'y a pas une fois où il a ce petit moment, bah, il y aura après dans Civil War, c'est ça qui est intéressant justement, il n'y a pas une fois où il se remet en question dans le film, quoi. Là, il en a rien à battre. Il est en mode, j'ai déclenché tout ça, j'en ai rien à foutre. À la limite, je vais essayer de régler le problème, mais il n'a pas une once de remords, quoi. Et c'est quand même difficilement bitable, hein, ça. J'avoue que là-dessus, j'avais envie de foutre des tatanes, quoi. Et on arrive au 11e film, qui va être le dernier film de cette première partie. Je ferai ça donc en 2 parties, parce qu'on est quasiment à 1 heure de vidéo. Voilà. Donc le dernier et le 11e film du MCU pour moi, c'est le premier Iron Man, voilà, donc réalisé par Jon Favreau, donc, qui est donc voilà, le premier film du MCU. Celui qui a été la première pierre à ce grand édifice cinématographique qu'est le MCU. Donc c'est quand même beau, hein, Iron Man. Bah, je trouve qu'il fonctionne bien. Il fonctionne bien, écoute, il a déjà été introduit direct un personnage auquel tu vas t'attacher malgré le fait qu'il soit un peu détestable, qui est Tony Stark. Il est parfaitement interprété par Robert Downey Jr. Franchement, ça marche du tonnerre. Visuellement, tout fonctionne, les effets spéciaux déchirent, l'armure, enfin, t'as vraiment Iron Man qui prend vie devant toi et tu te poses pas une seule question sur sa crédibilité, sur le fait qu'il existe ou pas, quoi. Donc ça, franchement, chapeau là-dessus, rien à dire. Bon, j'ai un peu de mal avec tout ce qui se passe dans la grotte au début, le mec qui tombe pile poil sur un mentor qui lui raconte des trucs. Enfin, j'ai du mal à y croire, j'ai un peu du mal avec toute cette partie-là, quoi. Même si on reverra ce mec dans Iron Man 3 de Shane Black, le scientifique, il apparaît rapidement pour dire qu'ils s'étaient déjà rencontrés avant. Après, le conflit du mec qui est un connard qui vend des armes et qui se rend pas compte du mal qu'il peut faire sur Terre, le côté super égocentrique et qui prend conscience de ça, j'aime bien. Et en fait, le fait que ce soit le premier film du MCU lui donne une espèce d'indulgence, quoi, quand tu le regardes, parce que tu te dis oui, bah il a écumé beaucoup de choses qui sont par la suite. C'est devenu cliché de faire ça, quoi. Enfin, tu vois, les origin story, ce schéma-là d'origin story, le côté connard qui apprend à l'humilité, quoi. Enfin, tu vas le retrouver déjà dans Doctor Strange, comme j'ai dit, mais tu le retrouves un tout petit peu aussi dans une autre mesure dans Ant-Man, un peu. Enfin, voilà, t'as un espèce de schéma qui va... Pas vraiment dans Ant-Man, c'est un peu con de ma part de dire ça, mais bon, t'as un espèce de schéma qui est vraiment à poser une base, quoi. Et pareil, le fait, par exemple, d'affronter une espèce de version maléfique de toi-même à la fin, qui est clairement ça, hein, là, c'est clairement ça, dans le méchant. Par contre, j'aime pas du tout le méchant, j'ai vraiment un problème. Je trouve que c'est un méchant qui, on va dire, émotionnellement fonctionne. Dans l'histoire du film, en tant que procédé narratif, ce méchant fonctionne. Cette espèce de collègue, du père, ami, qui va trahir parce qu'il veut du profit, machin. Ça fonctionne, c'est facile, c'est cohérent, mais je trouve nul, quoi. Ce côté, le mec qui est déjà multimillionnaire, qui veut absolument pas lâcher la part du gâteau, et qui veut absolument se faire plus de thunes, et qui veut construire une méga armure pour se faire encore plein de blé, et qui veut pas que Tony Stark il devienne quelqu'un de bien, éthiquement bien, parce que il veut se faire de la thune, quoi. Enfin, tu vois, voilà, c'est vraiment le méchant basique primaire que j'ai vraiment du mal. Et il y avait un truc qui m'avait déçu à l'époque, et qui était que le fait qu'en fait, dans le combat final, Iron Man n'affronte jamais le méchant. Je vais trouver le nom du méchant quand même. Et donc oui, qu'il affronte jamais Obadiah avec ses pleins pouvoirs. En fait, il est toujours diminué. Il a toujours un problème d'armure quand il s'affronte dans le combat final. Et c'est genre son astuce qui fait qu'il gagne. J'avais eu un peu de mal parce que j'avais envie de voir Iron Man à full power, quoi. Mais c'est vrai qu'en fait, on le voit précédemment dans le film quand il défonce tout le monde en Afghanistan, là, et qu'il y va et qu'il éclate tout le monde, tous les terroristes. Alors c'est marrant parce qu'il y a les signes du mandarin, d'ailleurs, dans le fond du film. Alors quand on sait ce qui se passe par la suite dans Iron Man 3, ça fait poser quand même des questions. C'est un peu sympa. Non, voilà, c'est un film qui pose des bases, qui est très efficace dans ce qu'il raconte, Origin Story, a un vrai travail sur les transitions, par exemple,
qui vont couper sur des choses, une phrase rigolote et on coupe sur une thématique après. Ou par exemple, il y a un moment où il couche avec une journaliste au début, et je crois il y a vraiment la coupe est rigolote, quoi. Ouais, en VF par exemple, quand il est avec la journaliste, elle lui dit à croire que vous n'avez jamais perdu le sommeil, et il dit je vais en perdre un petit peu avec vous, et boum, ça coupe sur eux dans le pieu qui baisse, quoi. Je sais pas c'est quoi la VO, je vais regarder. Ouais, en anglais, elle lui dit t'as jamais perdu une heure de sommeil de ta vie, et lui il dit je pourrais en perdre une avec vous, et boum, ça coupe sur eux qui baissent. Enfin, voilà. Il y a vraiment des idées de transition qui sont pas tape à l'œil, mais qui fonctionnent bien et qui donnent une vraie fluidité, surtout la première partie du film où on est avant l'événement qui se passe, où il éclate dans le désert et tout ça. Donc voilà, c'est un film qui, pour ce qu'il fait, honnêtement, j'ai rien à lui avouer et c'est intéressant qu'il soit au milieu de mon top parce que pour moi, c'est à la fois la base et c'est un peu le point médian du MCU où je trouve que c'est la formule la plus efficace qu'ils aient faite. Vraiment, le maître étalon un peu du MCU, le Iron Man. Et donc, c'est un hasard, hein, j'avais pas prévu de le mettre au milieu du top 20, mais il est vraiment au milieu parce que il définit bien, il sépare bien ceux qui sont un peu en dessous et qui ont des vrais défauts et qui, que j'ai un peu de mal à appréhender, et ceux d'au-dessus que je trouve tous beaucoup plus intéressants et qui vont tous avoir ce petit truc en plus, quoi. Et Iron Man, il est à la frontière de l'avoir, il l'a parce que c'est le premier, mais au vu de tous ceux dont je vais parler après, je le trouve un peu en dessous, évidemment. Donc écoutez, c'est tout pour cette première partie de vidéo sur les films du MCU. Voilà, on se retrouve assez rapidement pour la suite. Je pense que je ne serai pas dans le même décor, on verra. C'est un mystère et boule de gomme, quoi. Voilà, j'ai pris mon temps, j'aime bien se faire ce genre de vidéo de temps en temps. Une petite heure et quelques à parler des films du MCU. On se retrouve très vite pour la prochaine. Entre-temps, n'hésitez pas à commenter, à me dire votre top, vous, du MCU, parce que mystère et boule de gomme sur la suite du mien, mais vous pouvez me dire le vôtre. N'hésitez pas à liker, évidemment, à partager, à vous abonner. Et tutti quanti. N'hésitez pas non plus, je le redis, à aller checker vraiment le Marvel Initiative Podcast. Ils ont fait tous les films du MCU. Là, ils vont refaire les films Marvel qui ne sont pas du MCU, donc genre les 4 Fantastiques, genre de conneries. J'ai hâte qu'ils reprennent. Ils n'ont pas encore repris, mais en tout cas, ils ont vraiment, ils s'y sont mis à bras le corps. Ils ont fait tous les films avec une vraie cadence et c'était bien soutenu. Et je trouve que c'est hyper agréable à écouter. Donc, si vous êtes apprécié des gens parler de Marvel, je vous le recommande. Je trouve qu'en tant que francophone, c'est quasiment le plus sympa que j'ai eu. J'ai pas non plus fait 10 000 recherches, mais en tout cas, j'ai vraiment adhéré à leurs principes. Voilà, donc ça me fait plaisir de pouvoir vous les recommander. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, bonne toile!